Monsieur le Président, mon colonel, Mesdames et Messieurs les officiers, Mesdames et Messieurs, chers camarades, l'émergence de l'économie industrielle est contemporaine de celle des grands groupes industriels du début du XXe siècle. Cette branche de l'économie étudie trois thèmes essentiels: le comportement des entreprises privées, la concurrence, ainsi que finalement l'impact des politiques publiques sur la régulation, sur les privatisations, ainsi que sur le progrès technique. Cette discipline fortement mathématisée fait appel aux outils de la théorie des jeux et de la théorie de l'information. Formidable terrain de jeu, finalement, pour un polytechnicien rompu à l'exercice des sciences théoriques. C'est précisément ce terrain de jeu qui a suscité l'intérêt et le travail de l'un de nos plus prestigieux camarades, que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui, M. Jean Tirole, dont le nom a récemment rejoint le panthéon des prix Nobel français de l'économie. 34 ans après le normalien Gérard Debreu et 26 ans après l'X-Mine Maurice Allais, vous offrez, M. Tirole, à la France son 3e prix Nobel d'économie, à l'École Polytechnique son 2e et au Corps des Ponts son 1er. Polytechnicien de la promotion 1973, vous découvrez l'économie au cours de votre scolarité. Cette discipline vous passionne car elle inscrit l'étude de problèmes théoriques exigeants dans la perspective d'une prise de décision par le politique. Après avoir intégré en 1976 le Corps des Ponts, où vous réalisez une thèse en mathématiques de la décision, vous rejoignez en 1978 le MIT pour y effectuer un doctorat en économie. Vous y découvrirez une effervescence unique qui vous fera entrevoir toutes les perspectives des recherches en théorie des jeux et en théorie de l'information. Régulièrement récompensé pour vos travaux, vous vous intéressez plus spécifiquement à certains problèmes d'économie industrielle, ainsi qu'à la relation entre économie et psychologie. En 2007, vous fondez avec votre collègue économiste Jean-Jacques Lafont la Toulouse School of Economics, dont vous assurez actuellement la présidence, qui n'a dès lors de cesse de grimper dans les classements internationaux. La même année, vous devenez le second économiste à recevoir la médaille d'or du CNRS, après Maurice Allais. C'est finalement en 2014 que l'Académie royale de Suède récompense votre carrière académique par l'attribution du prix Nobel d'économie. Monsieur Tirole, 4 étudiants de l'école se sont portés volontaires pour vous interroger sur votre parcours, sur votre expérience de la recherche, ainsi que sur votre vision plus générale et plus globale de l'économie française. Sans plus attendre, je vous invite à monter sur scène, ainsi que les 4 étudiants. Bonjour, Monsieur Tirole. Je m'appelle Yuan. Je suis une élève chinoise, promotion X2013. Vous avez, comme Louis a présenté tout à l'heure, vous avez obtenu votre prix Nobel suite à vos travaux en économie industrielle. J'aimerais bien vous inviter à ouvrir cette science en vous proposant de nous présenter brièvement vos travaux et l'impact qu'ils ont eu sur l'économie occidentale. Très bien. Je vérifie que ça. Vous pouvez m'entendre? Oui. Tout d'abord, merci Yuan. Je vais d'abord dire que je suis extrêmement honoré et ému de revenir dans cette école. Et donc pour moi, c'est un très très grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, il s'est passé quelque chose dans ma vie en octobre dernier. C'est cette reconnaissance de l'Académie de Suède qui récompensait, comme toujours, pour un prix Nobel, sauf le prix Nobel de littérature, c'est en fait on récompense un ensemble de travaux particuliers qui effectivement étaient sur l'économie industrielle. Donc l'économie industrielle, c'est quoi? C'est l'étude effectivement des comportements des entreprises sur un marché, avec à la clé des recommandations en termes de modèle d'entreprise et aussi en termes de droit de la concurrence, c'est-à-dire l'étude des comportements abusifs d'un monopole ou d'une entreprise avec beaucoup de pouvoir de marché. Le pouvoir de marché, c'est la capacité d'augmenter les prix très au-delà des coûts et donc de nuire aux consommateurs. Et puis aussi les fusions-acquisitions quand elles posent des problèmes de concurrence. Après, il y a aussi l'aspect qui est l'aspect régulation sectorielle. Donc la régulation sectorielle, c'est la régulation des télécoms, de l'électricité, des chemins de fer, de la poste. Et puis un peu plus loin, c'est encore d'autres problèmes, d'autres problématiques qui n'ont pas forcément à voir avec le pouvoir de marché, qui est la réglementation bancaire, la réglementation du monde de l'assurance, c'est ce qu'on appelle la réglementation prudentielle. Voilà, donc c'est les travaux. Comme Louis l'a dit tout à l'heure, c'est
ce sont des travaux qui se basent sur la théorie des jeux et la théorie de l'information. C'est des choses que vous avez étudiées, je pense, parce qu'on a besoin effectivement de la théorie des jeux, parce qu'on a des entreprises en situation conflictuelle qui essaient de se disputer un marché, qui innovent, qui ont beaucoup de stratégies différentes de prix, de qualité, de positionnement, d'innovation. Et puis, il y a aussi le côté information asymétrique qui se pose à différents niveaux entre les entreprises elles-mêmes sur leur stratégie, sur leurs coûts, sur leurs demandes, mais aussi de façon très importante entre les régulateurs et les régulés, les entreprises régulées. C'est-à-dire que les entreprises régulées peuvent utiliser leurs informations de façon totalement stratégique. C'est ça qui rend la régulation d'ailleurs très difficile. Et merci, monsieur. Et maintenant, j'aimerais bien vous interroger par un exemple plus précis. Et cette année, en Chine, s'est beaucoup développée la profession de makers, c'est-à-dire auto-entrepreneurs. Et c'est un phénomène très populaire en Chine, surtout ceux qui utilisent les imprimantes 3D. Et c'est même écrit dans le rapport de gouvernement et bien discuté dans un séminaire du Premier ministre chinois. Et aux États-Unis, des makers sont récemment parvenus à fabriquer des composants aéronautiques de meilleure qualité que toutes les solutions proposées par les experts de General Electric. Et pensez-vous les auto-entrepreneurs ou les makers deviendront une manière incontournable d'organiser le travail, en particulier pour l'industrie de fabrication? Et est-ce qu'il est possible que les communautés de ces makers, les makerspaces, remplacent les entreprises, même les startups, et deviennent la solution la plus efficace contre le chômage? Merci pour cette question. Je pense, alors je ne suis pas du tout spécialiste des makers et des Fab Labs. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent le sujet beaucoup mieux que moi, mais j'en ai vu tout à l'heure. J'ai vu des imprimantes 3D d'ailleurs avec le président Jacques Biot. C'est très intéressant d'ailleurs. Je fais une petite digression ici de voir comment l'école, peut-être on en reparlera tout à l'heure, comment l'école a évolué depuis le temps où j'étais dans cette école, pas dans ces murs parce que j'étais à la fin de la montagne Sainte-Geneviève, mais comment les mentalités ont évolué vers beaucoup plus d'entrepreneuriat. Et je pense que c'est très important de voir ce qui est en train de se passer en ce moment ici à l'X. Alors, sur les makers et les Fab Labs, déjà, ça correspond aussi à une méthode d'apprentissage. Ce qu'on comprend déjà beaucoup mieux maintenant, c'est que l'apprentissage entre les étudiants, c'est quelque chose d'absolument remarquable. Je l'ai vécu essentiellement quand je suis allé au MIT pour mon doctorat, mais c'est vrai que de plus en plus, on essaie d'encourager les étudiants à se challenger eux-mêmes, entre eux, à discuter des projets communs, etc. Et on apprend beaucoup de ses pairs. Et donc, je crois que Fab Labs et les makers participent à cet effort. Alors, en général, ce sont des gens, j'imagine, très qualifiés, donc ce n'est pas sur eux que le chômage porte vraiment. Alors après, il y a la question apprentissage, effectivement. Après, il y a la question du modèle de business, le business model, qui est comment le trouver. Et ça, je ne suis pas du tout spécialiste. Il y a une quinzaine d'années, j'avais étudié un peu avec un professeur de Harvard Business School qui s'appelle Josh Lerner. On avait étudié le logiciel libre. Et il n'y avait pas de littérature à l'époque sur le logiciel libre. Et donc, on a fait des travaux qui, d'un point de vue économique, n'étaient honnêtement pas fantastiques, mais qui étaient les premiers à regarder un peu, d'un point de vue économique, le logiciel libre. Et à l'époque, il y avait des conflits fantastiques entre le logiciel commercial, essentiellement Microsoft à l'époque, et puis le logiciel libre. Et on avait regardé un peu les incitations, c'est-à-dire pourquoi les gens participaient au logiciel libre. C'est-à-dire, bon, il y avait les motivations classiques, il y avait la motivation intrinsèque, il y avait la motivation de travailler pour son entreprise, par exemple des développeurs qui voulaient effectivement améliorer les logiciels pour l'entreprise. Puis il y avait la motivation qui finalement est un peu l'ego, quoi, qui était la réputation vis-à-vis des autres membres du logiciel libre, et aussi de chercher des jobs aussi dans les entreprises commerciales. Et ça a été documenté par la suite. On avait regardé un petit peu quelles étaient les licences qui étaient propices à telle ou telle chose. On a regardé aussi finalement qui s'impliquait et quand les entreprises, par exemple, allaient s'impliquer, les entreprises commerciales allaient s'impliquer dans le logiciel libre. On a regardé une série de problèmes
qui finalement rationalisait un petit peu, de regarder un peu, et on avait conclu évidemment qu'il y avait une coexistence tout à fait faisable entre le logiciel libre et le logiciel commercial, mais il me semble que dans ce cas particulier, n'y connaissant rien pour être honnête, il faut aussi regarder un peu sur quoi ça peut déboucher en termes de business model, de propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, c'est très très important, comment on la structure, c'est aussi des choses qu'on étudie beaucoup en économie. Et donc, c'est le genre de choses auxquelles je ne veux pas répondre parce que je ne suis pas spécialiste, mais effectivement, on a les outils pour étudier toutes ces choses-là. Je me présente, je m'appelle Sad, je suis de la promotion X 2014. Alors, on sait que Paris accueillera fin 2015 un sommet sur le climat. Jusqu'alors, les négociations internationales pour travailler sur les problèmes climatiques ont connu des résultats très mitigés. Ma question est double, Monsieur Tirole. Quelles raisons identifiez-vous derrière ce blocage et quelles mesures préconisez-vous pour y remédier? C'est une très, très bonne question. Le réchauffement climatique, évidemment, nous tient tous à cœur, et en particulier les économistes, parce que les économistes ont quand même beaucoup travaillé dessus. Pour l'instant, effectivement, ça a été un gros échec jusqu'ici. Ça a été beaucoup de promesses depuis Kyoto et Copenhague. Rio avant, il y a eu énormément de promesses qui ont été faites et pas tenues. Le réchauffement climatique, c'est un problème du bien public mondial. C'est-à-dire que quand vous émettez une tonne de carbone en France, les conséquences, finalement, c'est pour le reste de la planète. La partie des dommages qui vont incomber à la France sont extrêmement faibles. C'est quelque chose qui va affecter la planète entière. Donc, il y a un problème de passagers clandestins qui est évident. C'est encore pire que ça, parce que ça va affecter non seulement les autres pays, mais ça va affecter les générations futures, c'est-à-dire des gens qui ne votent pas actuellement. Et je pense qu'il y a un certain égoïsme de ma génération vis-à-vis de ce problème. Alors, pour l'instant, on va adopter donc à la COP21, on va adopter ce qu'on appelle le Pledge and Review. Qu'est-ce que c'est que le Pledge and Review? C'est simplement qu'on va enregistrer les promesses, l'ONU va enregistrer les promesses, on va les discuter un petit peu, et puis après, on se quittera. Je suis un peu cynique ici, on va se quitter en déclarant victoire. Pour l'instant, on n'y est pas encore, hein, même au point de vue promesse, parce qu'on est quand même sur une trajectoire de 3 à 5 degrés avec les promesses actuelles, ce qui est quand même beaucoup, beaucoup trop, puisque vous vous souvenez que la limite maximum, ça devrait être 2 degrés Celsius, d'après les prédictions du GIEC. Alors, on est beaucoup trop loin. Alors, on peut peut-être améliorer. J'espère que d'ici décembre, on va améliorer un peu ces promesses, mais il restera un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est le problème de la mesure. C'est-à-dire qu'actuellement, et là, pour les non-économistes, il y a aussi des problèmes. Je sais que les climatologues y travaillent beaucoup, à essayer de mesurer la pollution au niveau des sources, mais aussi au niveau des pays. Alors, on a des techniques, hein, elles ne sont pas parfaites, mais on a des techniques pour faire ça, essayer de mesurer la pollution. Et puis, donc, il y a la question de la mesure. Que ce soit la promesse ou un autre accord, il faut quand même mesurer les choses, ça paraît important. Alors après, il y a le problème, effectivement, ce sont juste des promesses. Donc les promesses peuvent ne pas être tenues. D'ailleurs, les promesses de Kyoto n'ont pas été tenues et beaucoup d'autres promesses. On n'est pas dans l'État westphalien. L'État westphalien, le traité westphalien, ça engage les États normalement, comme de la dette nationale. Tandis que les promesses, ce ne sont que des promesses. Donc ça, c'est un second problème. Et le troisième problème, c'est effectivement le problème des coûts. Ce qu'on a appris pour d'autres polluants, c'est qu'il fallait effectivement minimiser les coûts de dépollution. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que parfois on dépense 1 000 € pour économiser une tonne de carbone, parfois on dépense 5 €. Donc, si vous dépensez 1 000 €, je ne sais pas, vous installez des vieilles générations de photovoltaïque en Allemagne, effectivement, ce n'est pas très efficace, ça va vous coûter une fortune. Et avec les 1 000 € qu'on dépense à faire ça, on aurait pu économiser 200 tonnes de carbone ailleurs. Donc, ce n'est pas une politique écologique. Et donc, une politique écologique, c'est une politique qui va réussir à obtenir un certain objectif à un coût minimal, ce qui sera très bon d'ailleurs pour la pérennité de la politique, parce que si ça coûte beaucoup trop cher, finalement, les lobbies vont être tellement forts que la politique va être abandonnée. Donc ça, c'est très, très important. Et donc, je pense qu'on doit faire plus, on doit faire beaucoup plus que ce qu'on va faire à Paris. Alors, ce n'est pas la faute de la France, il y a des bonnes volontés, mais il faut se rendre compte. Le réchauffement climatique, ce n'est pas un problème politique. Économique, pardon. Ce n'est pas un problème économique, c'est un problème géopolitique. On sait faire, il y a beaucoup d'autres polluants sur lesquels on a fait des actions extrêmement efficaces, simplement en mettant sur un prix du carbone, un prix du polluant en général.
Et donc, en ayant un prix, que ce soit sous la forme de taxes carbone pour le cas du carbone ou de droits d'émission négociables, on peut faire les deux, on peut prendre des prix ou des quantités, alors qu'il faudra ajuster par la suite de façon raisonnable, et il y a des façons de faire ça. On arrive finalement à vaincre la pollution. Le problème est géopolitique, c'est-à-dire d'obtenir un traité, parce qu'il faut arriver à faire en sorte que les États fassent des efforts, parce que ça va coûter. Il faut accepter le fait que ça va coûter. Les économistes n'ont jamais dit qu'il fallait faire de la croissance à tout prix. Il faut préserver l'environnement, et ça va coûter. Et donc, il faut que les États fassent des efforts. Et c'est là qu'est la difficulté, c'est-à-dire arriver à obtenir un fonds de compensation au niveau mondial. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Les pays en voie de développement disent « nous, on ne veut pas payer pour le prix du carbone parce qu'on veut financer notre développement », ce qui est tout à fait logique, c'est équitable parce que nous, pays développés, on a financé notre développement en émettant du carbone. Et donc, il est assez normal que les pays en voie de développement et les pays sous-développés puissent financer leur développement. Mais par contre, il faudra qu'ils paient le prix du carbone. Et je ne dis pas 5 €, on est en train de parler de 50 € qui va monter à 100 €, etc. Donc, des prix importants. Alors, les pays sous-développés et émergents disent, évidemment, et à juste titre, mais ce n'est pas juste. Mais c'est là que sont les gisements, c'est-à-dire que c'est là qu'on pourra économiser du carbone. Si vous voulez dépolluer l'industrie électrique française, ça va coûter une fortune parce qu'elle est nucléaire. Et donc, il n'y a pas d'émissions de carbone. Par contre, en Chine, par exemple, c'est vrai qu'en améliorant les centrales à charbon, en faisant un peu moins de centrales à charbon, en faisant d'autres types de centrales, à des coûts relativement modestes, on peut arriver à diminuer la quantité de carbone. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Donc il faut que les pays émergents et sous-développés fassent face à un prix du carbone très élevé, mais il faut aussi que les pays développés soient plus généreux et acceptent de compenser ces pays qui, après tout, veulent financer leur développement. Bonjour Monsieur Tirole, Ibrahim Ayed, élève de la promotion 2014. Alors j'aimerais aborder un autre sujet maintenant, plus académique. Tout d'abord, en tant qu'ingénieur, quel a été votre point de vue particulier vis-à-vis de votre apprentissage de l'économie? Quelles ont été les difficultés? Quels ont été les avantages de cette formation? Et puis, d'autre part, j'aimerais parler d'une polémique qui a divisé les universitaires français, et en particulier les économistes, quelques mois après l'obtention de votre prix Nobel d'ailleurs, qui est au sujet de la création d'une nouvelle section au sein d'une nouvelle section d'économie au sein du Conseil national universitaire. Et donc j'aimerais savoir votre point de vue sur la question. Donc je rappelle les faits. Certains économistes dits marginaux s'estiment lésés dans les recrutements, notamment par rapport au courant majoritaire néoclassique, dont vous faites d'ailleurs partie. Et vous auriez contribué à l'opposition concernant la création de cette nouvelle section. Donc j'aimerais savoir s'il y a une bonne manière de faire de l'économie. Et si oui, comment séparer les bons grains de l'ivraie? Comment faire en sorte qu'on ne perde pas en créativité, tout en évitant de recruter des gens qui ne font qu'accumuler finalement des jolies tournures et des formules creuses? Merci Ibrahim. C'est une question effectivement importante. Alors d'abord, j'ai découvert l'économie dans cette école. J'avais jamais fait d'économie avant. Je m'intéressais beaucoup aux sciences sociales et puis j'aimais les maths, comme beaucoup d'entre nous. Et donc, j'ai trouvé dans l'économie un peu une combinaison des deux. Et puis, une science très normative aussi. Ce n'est pas une science seulement qui explique, ce qui est tout à fait important, mais aussi qui permet d'avoir une certaine politique économique. Donc, c'est à la fois vis-à-vis des entreprises et vis-à-vis de l'État. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Je suis allé faire un doctorat. Donc, j'ai travaillé un peu ici avec Roger Guenry. Et qui, après j'ai fait un doctorat effectivement de 3e cycle à Paris 9. Et après, je suis parti faire un doctorat d'économie au MIT. Et là, j'ai découvert une science très concrète. Donc, le MIT, c'est Samuelson, Solow, Modigliani, etc. Et c'est une science très concrète tout en étant mathématique. Donc, alors, pour comprendre ce que c'est un peu la recherche en économie, c'est finalement, c'est comme dans toute autre discipline. C'est d'abord... on fait des hypothèses, c'est presque comme un travail d'ingénieur, je peux dire, mais on fait des hypothèses, on écrit un modèle qui essaie de capturer la subscientifique moelle, on simplifie beaucoup, on oublie beaucoup de choses sur le côté, bien sûr. Il faut après vérifier que ce qu'on oublie n'interagit pas trop, ne contredit pas la logique du modèle. Et puis une fois qu'on a fait ce modèle, on vérifie une certaine logique, on en tire certaines conclusions. Donc c'est des conclusions importantes puisqu'elles sont normatives, donc c'est pour l'action.
Donc, effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'on a le bon modèle et est-ce qu'on a les bonnes conclusions? Parce que c'est quand même quelque chose. Alors après, on peut faire des tests, comme dans toute science. Alors, c'est plus difficile parce que les données, par rapport à certaines autres sciences, sont plus difficiles à obtenir, mais on a des données économétriques. Donc, l'économétrie, d'ailleurs, en France, a toujours brillé. Donc, si on a les données économétriques, on peut faire de l'économétrie dessus. Donc là, de nouveau, il faut des mathématiques. Et de plus en plus, on fait des tests en laboratoire. Donc ça peut être des tests, la plupart des départements maintenant en laboratoire. Donc on met les gens en situation pour voir s'ils se comportent un peu comme ce qu'on a fait. On fait aussi des expériences sur le terrain. Donc on teste sur le terrain. Donc, et puis après, on a un retour d'expérience. Les théories s'avèrent fausses parfois, ou il manque quelque chose. Elles sont justes, mais il manque quelque chose. Donc on essaie de revenir. Et il y a un débat au sein de la communauté économique mondiale qui est très fort. C'est-à-dire que on se critique les uns les autres de façon, il suffit d'aller dans une salle de séminaire, je vois quelques économistes dans la salle, ils vous le diront, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est comme dans toute autre science, c'est-à-dire qu'il y a des débats très très forts, avec des critiques, en général des critiques qui essaient d'être positives dans la mesure où si ma théorie n'est pas bonne ou si elle ne correspond pas aux faits, vous allez la critiquer, mais aussi vous allez essayer de proposer quelque chose de mieux. Et ça fait partie du débat scientifique, c'est de faire progresser les choses. Parce qu'on se trompe, comme tout le monde, on se trompe. On a des théories, ou alors des théories qui les industries changent, ou les marchés changent, etc. Donc, ce qui est juste à un moment peut ne peut plus être juste par la suite. Donc, et c'est une science qui est, je pense, une science, mais une science inexacte. Je veux dire, c'est comme pour prendre la climatologie ou l'oncologie ou ce genre de sciences. Il y a des choses merveilleuses qu'on peut faire, puis il y a d'autres choses où on sait moins bien. Alors, après, il y a la question, effectivement, de la création de cette deuxième section. Et l'historique, alors, bon, j'ai un point de vue un peu biaisé. Hein, l'historique, effectivement, c'est qu'il y avait eu un rapport du président de l'école de hautes études qui s'était opposé à la création d'une deuxième section. Et après, et puis les professeurs d'université, dans l'ensemble, étaient plutôt contre. Alors après, moi, je pense que la diversité est importante. La diversité, est-ce qu'elle doit se faire sous, finalement, une ghettoisation des choses? Moi, je ne le pense pas. Le débat scientifique, je pense, est très important. C'est-à-dire que partout dans le monde, il y a des débats. Je veux dire, il y a des gens qui sont keynésiens, il y en a qui ne le sont pas. Parce que la relance budgétaire, c'est une des choses qu'on comprend le plus mal en économie. Ça paraît élémentaire, la relance budgétaire, on lit tout ça dans les journaux tous les jours, mais c'est quelque chose d'un point de vue théorique et empirique, sur lequel c'est un des sujets qu'on connaît le moins bien en économie. Donc c'est complexe. Donc il y a des débats entre nous. Je fais beaucoup, Louis l'a rappelé, je fais beaucoup d'économie et de psychologie. Bon, c'est quelque chose qui est très controversé, qui l'était d'ailleurs beaucoup plus il y a 20 ans, mais qui est encore controversé. Il y a des gens comme moi qui pensent que l'économie comportementale est très importante. Il y en a d'autres qui pensent que c'est un peu une perte de temps. La neuroéconomie, pareil, etc. On peut multiplier. Donc, finalement, il y a les paradigmes changent. Alors, dans ce qu'on appelle l'école néoclassique, il y a des débats dans le monde entier qui utilisent un peu la même méthodologie, celle dont je parlais. Parce que maintenant, c'est la science économique complètement mondialisée. Et donc, mon point de vue, je pense, c'est qu'on ne veut pas faire en économie ce qu'on ne fait pas dans d'autres sections, ce qu'on fait nulle part ailleurs dans le monde. C'est-à-dire qu'on veut garder une science qui soit un espace de débat. C'est très important. Alors après, il y a des minorités, donc ces minorités, il faut qu'elles soient là et qu'elles aient leurs endroits où elles puissent vivre et qu'elles puissent participer au débat par les publications scientifiques, etc. Les publications scientifiques sont évidemment très importantes dans notre domaine, comme partout ailleurs. Elles sont difficiles. Hein. Je veux dire, dans les 5 meilleures revues internationales, par exemple, et tout le monde est à peu près d'accord sur le classement des revues internationales, le taux d'acceptation est 7%. C'est quand même extrêmement difficile d'arriver à publier dans ces revues. Après, même dans les suivantes, c'est encore très difficile de publier. Mais il y a la revue par les pairs, qui me paraît tout à fait fondamentale pour toute science. Et puis le débat. Et voilà, je pense qu'il faut une diversité, parce qu'on a observé effectivement que le mainstream, comme on dirait, n'a pas toujours raison, ça c'est clair. Mais il faut que ça se passe de façon unifiée au sein d'une communauté et pas avoir des chasses gardées, si je puis dire. C'est mon point de vue personnel. Voilà. Très bien. J'aimerais vous interroger quant à la place des économistes dans la décision politique en France et savoir quelle est votre opinion personnelle et votre expérience, notamment par rapport aux États-Unis où vous avez vécu.
Le président de la République vient de proposer à la tête de la Banque de France quelqu'un qui n'est pas un économiste, ce qui serait peut-être difficilement envisageable aux États-Unis. Et j'aimerais aussi vous poser la question, est-ce que vous avez jamais eu envie de passer un petit peu de l'autre côté et de prendre un rôle plus proche de la décision politique et de la mise en application de ce que vous avez pu faire d'un point de vue plus théorique? Merci pour votre question. C'est effectivement, enfin, je ne sais pas si on se tutoie ou si on vous voit, en tout cas il faut m'appeler Jean, ça c'est sûr. Mais effectivement, donc ce n'est pas un économiste universitaire, j'aurais spécifié. Et c'est vrai qu'à l'étranger, on a tendance à nommer dans les banques centrales plus des économistes universitaires. Par exemple, Ben Bernanke ou Stan Fischer, qui était gouverneur de la Banque d'Israël et maintenant numéro 2 de la Fed, ou Janet Yellen, elle était à Princeton, au MIT, à Berkeley. C'est vrai qu'on a tendance peut-être à utiliser plus les économistes universitaires dans les pays anglo-saxons, pas seulement dans les banques centrales, c'est-à-dire que la plupart des autorités indépendantes de régulation et parfois les ministères ont aussi leur chef économiste. Alors ça s'est créé au niveau de la Commission européenne, ça se crée à différents endroits, mais ce sont des chefs économistes qui ont accès directement au président de l'autorité de régulation, qui vraiment sont placés très haut dans la hiérarchie et donc qui voient passer les dossiers. C'est pas eux qui décident, mais c'est eux qui disent, voilà, mon avis sur tel dossier, c'est ça. Et donc, je pense qu'il y a une place, et je pense que l'Europe va évoluer dans ce sens-là pour des économistes qui auront de plus en plus de présence au sein de la décision publique. Ça me paraît très, très important. Alors, après, sur la place de l'économie en France, c'est vrai que c'est un peu le parent pauvre. C'est-à-dire que les débats en économie en France ne sont pas des débats qui sont très très poussés. C'est très difficile de faire passer les idées économiques. Je sais que mes travaux personnels ont eu sans doute beaucoup plus d'impact pour des questions dans des autorités indépendantes. Pourquoi? Parce que les autorités indépendantes sont protégées d'une certaine manière de la pression des lobbies politiques. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour les autorités indépendantes de raisonner en termes économiques. Alors que les ministères, ils sont beaucoup plus contraints, évidemment, par la pression de l'opinion publique. Et donc, en économie industrielle, en économie bancaire, on revient un peu à ces sujets, ce sont des sujets où les idées économiques, d'ailleurs, ce n'est pas forcément moi qui y suis allé, c'est souvent par mes travaux que j'ai publiés dans la revue internationale, qui ont été repris par la suite pour des lignes directrices de la concurrence, pour des choses... le comité de Bâle, etc. Donc ce sont des choses qui passent plus facilement dans le monde des autorités indépendantes. Dans le monde politique, ça passe parfois, ça passe difficilement. Enfin, j'ai vu tout à l'heure Pierre Cahuc, qui est le grand spécialiste français du marché du travail. Il vous dira que c'est quand même pas facile de faire passer des idées sur le marché du travail. Alors, je ne sais pas si on reparlera des problèmes du marché du travail. Bon, ce ne sont pas exactement vos problèmes, mais c'est quand même le problème de la France. C'est quand même quelque chose qui est très complexe. Personnellement, j'avais travaillé avec Olivier Blanchard sur ce sujet il y a très longtemps. Olivier Blanchard, qui était prof au MIT à l'époque, qui a été le chef économiste justement du FMI, justement, Olivier Blanchard a eu un pouvoir très considérable et a été un très, très bon chef économiste auprès de Dominique Strauss-Kahn et de Christine Lagarde. Là, on voit très bien, effectivement, l'impact de l'économiste. Mais au niveau des ministères, c'est très, très difficile de faire passer des idées. Non pas que les ministres, forcément, ou leurs directeurs de cabinet soient réticents, ils sont prêts à écouter. Mais après, il y a une pression telle politique que faire passer des idées, c'est très compliqué. Alors, il y a la question de l'électorat ensuite. C'est effectivement, il faut aussi, pour que les élus puissent faire passer des idées économiques, il faut aussi que l'électorat lui-même soit informé du raisonnement économique et des idées économiques. Et c'est vrai que la culture économique, elle est bonne nulle part, il faut bien le dire, mais en France, elle est particulièrement mauvaise. Alors on pourrait discuter des raisons, mais... Alors je reste dans le même thème, mais cette fois-ci concernant, justement, je rebondis sur ce que vous disiez à propos des élus qui ont des contraintes électorales justement trop importantes. Donc je prends l'exemple de l'Europe, où on a vu certaines décisions prises par des organismes d'experts ou de non-élus. Je pense aux décisions de la BCE pendant la crise de la dette grecque. Et à de nombreuses reprises, dans des interviews, dans des interventions, vous attribuez la crise européenne à un défaut dans les mécanismes de surveillance des États
et un défaut de coopération au niveau européen et de surveillance au niveau européen. Donc vous préconisez la mise en place plus importante encore d'organismes non élus, d'experts, qui n'auraient pas ces contraintes électorales. Alors comment est-ce qu'on pourrait justifier cela vis-à-vis d'un point de vue politique ? Comment faire accepter aux gens des décisions qui n'émanent pas d'eux et qu'ils ne comprennent pas, puisque comme vous l'avez dit, la culture économique est toujours très mauvaise. Alors, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs volets dans la réponse. Le premier, c'est pourquoi on a des autorités indépendantes. C'est quelque chose qui peut choquer parce que c'est quelque chose d'assez non démocratique quand même. Et donc, la réponse, c'est effectivement de protéger contre les tendances des politiques à soit essayer de gagner la prochaine élection, soit de céder à des lobbies. Donc, par exemple, l'inflation, les banques centrales ont permis de vaincre l'inflation. C'est quelque chose que vous n'avez pas connu. Moi, j'ai connu quand j'étais plus jeune. C'est effectivement, il y avait beaucoup d'inflation parce que les politiques ne pouvaient pas s'empêcher de faire des relances et d'imprimer de la monnaie avant les élections. Et donc, ça devenait un peu une espèce de drogue avec des effets négatifs sur l'économie. Les banques centrales indépendantes ont permis de vaincre l'inflation. Alors, si elles gardent une certaine liberté, hein, comme ça s'est passé par exemple en particulier aux États-Unis, elles peuvent aussi, quand il n'y a pas d'inflation, essayer de combattre le chômage. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les règles de Taylor qui permettent un peu de dire, bon, ben, c'est pour ça d'ailleurs que la semaine dernière, la Fed a gardé le taux d'intérêt très proche de zéro, parce que l'inflation n'y est pas. Elle n'est pas aux 2% de cible, elle est à 0,03 ou quelque chose comme ça. Alors, c'est vrai qu'il n'y a plus de chômage aux États-Unis, on est à 5%, mais donc on pourrait remonter les taux d'intérêt. Il y a des problèmes avec des taux d'intérêt bas, on pourrait en parler. Mais on s'est dit, ben, il n'y a pas d'inflation, ben, pourquoi voilà, on peut continuer avec des taux bas. Alors, on peut discuter la décision, mais enfin, ça a été une décision mûrie. Janet Yellen et Stan Fischer sont des gens extraordinaires. Donc, voilà, c'est ce que j'aurais choisi à leur place, mais honnêtement, ils sont plus compétents que moi sur l'économie américaine. Donc, et pareil pour le droit de la concurrence. Donc, on parlait du droit de la concurrence tout à l'heure. C'est vrai que dans le temps, quand il y avait une grosse entreprise française, par exemple, qui avait des comportements anticoncurrentiels, bah, il y avait un peu des questions là-dessus. Et puis, le PDG prenait son téléphone et puis il appelait le ministre. Bon, tu m'arranges ça. Voilà. Maintenant, le PDG ne peut plus faire ça et doit présenter des arguments économiques. Est-ce que finalement, mon comportement était justifié par d'autres choses? Quel est l'aspect anticoncurrentiel dans ce comportement? Et je crois que c'est une grosse amélioration. Alors, il faut bien comprendre que les autorités indépendantes ne sont jamais complètement indépendantes. Et elles ne valent que par la qualité de leurs membres. Donc c'est très important quand vous nommez quelqu'un dans une autorité indépendante d'avoir une audition au niveau du Parlement, c'est très très important, et essayer d'avoir une audition poussée. Est-ce que cette personne est compétente? Est-ce que cette personne n'a pas de conflit d'intérêt? Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis ensuite, on peut reprendre. Elle n'est jamais indépendante, parce que le politique peut toujours reprendre la main. Mais ce qui est très important, c'est que le politique ne peut pas reprendre la main sur une décision particulière. Il peut reprendre la main en disant, voilà, ça fait 3 ans que vous faites des bêtises, on en a assez. Mais par contre, il ne peut pas reprendre la main sur une décision particulière parce que simplement il y a un lobby qui essaie de l'influencer. Donc ça, c'est l'idée des autorités indépendantes. Maintenant, la question, c'est sur l'Europe. Donc peut-être un petit détour sur l'Europe. C'est-à-dire que quand les gens, c'est très sexiste, les pères fondateurs, mais on appelle toujours ça les pères fondateurs de l'Europe, ont construit l'Europe, ils savaient très bien qu'il pourrait y avoir des cas comme la Grèce. Ça ils avaient déjà compris il y a longtemps qu'il pourrait y avoir des États qui accumulent trop de dettes avec la possibilité évidemment de renflouement de l'Europe. Et justement, c'est lié les deux parce que les pays, en particulier les banques françaises et allemandes, surtout les banques françaises d'ailleurs, ont continué à prêter à la Grèce jusqu'en 2009 avec pas de spread, c'est-à-dire avec des taux d'intérêt qui étaient ceux de l'Allemagne. Alors que tout le monde savait à l'époque que la Grèce avait des problèmes. Elle avait un déficit de 15% à la fin. C'est extraordinaire. Enfin, la dette augmentait de plus de 10% par an. C'était quand même des choses monstrueuses. Et tout le monde savait que la Grèce avait des problèmes. Mais tout le monde pensait, c'est comme Lehman Brothers, tout le monde pensait que finalement l'Europe allait payer pour la Grèce. Et donc, les banques françaises et allemandes et autres continuaient à prêter à la Grèce, simplement parce qu'on pensait qu'il y avait un renflouement. Donc on a cette situation, et ça avait été prévu par le traité de Maastricht.
Alors, à Maastricht, on a décidé de ne pas faire une fédération européenne. On a décidé d'une solution un peu minimale, c'est-à-dire qu'on a essayé de mettre des contraintes de 3% de déficit, de 60% de la dette par rapport au PNB. Alors, c'est des chiffres complètement au hasard, il faut comprendre, parce que la dette soutenable, ça dépend de beaucoup de paramètres. Regardez, par exemple, la dette japonaise actuellement n'est pas attaquée. Elle n'est pas attaquée, bien qu'il y ait 200, je ne sais pas quels sont les chiffres récents, mais 220% du PNB en dette au Japon. Seulement, il y a 95% de cette dette qui est détenue par des Japonais. Donc l'idée que le Japon va faire défaut sur lui-même, ce n'est pas une inquiétude internationale. Donc il y a une dizaine de paramètres qui font qu'il n'y a pas un chiffre magique, ça dépend du pays. Bon, alors, on a décidé de ne pas discriminer entre pays, donc on fait 60%. À partir de ce moment-là, il fallait mettre en œuvre. On a déjà vu quand l'Allemagne et la France, en 2003, ont triché, on n'a pas mis en œuvre. Puis après, évidemment, les autres pays ont triché, ceux qui ont accédé à l'Europe avaient eux-mêmes triché. Et puis, pourquoi? Parce qu'en fait, on avait donné l'implémentation de cette règle au Conseil des ministres des Finances, et ça s'appelait ECOFIN à l'époque. Évidemment, c'était un club de gentlemen, il y avait aussi des femmes aussi. Mais bon, c'était un club, on n'allait pas se disputer, on fermait les yeux. Puis de toute façon, un pays n'avait pas intérêt à se mettre dans les mauvais papiers d'un autre pays, parce que de toute façon, il n'avait pas à changer la décision. C'est une décision commune, donc ce n'est pas un seul pays qui changera la décision. Donc finalement, tout le monde a fermé les yeux. Il y a eu, je ne sais plus combien, même avant la crise grecque, il y a eu 70 violations ou quelque chose comme ça du traité de Maastricht. Donc c'est quelque chose qui ne marchait pas. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Donc, une possibilité, mais je n'y crois pas franchement, mais une possibilité, c'est de dire on va déléguer ça à une agence plus indépendante. Alors on a fait ça un peu après le problème grec, d'avoir des conseils budgétaires indépendants dans tous les pays. Mais si vous prenez par exemple le conseil budgétaire indépendant français, c'est des Français dedans. Alors que c'est un problème européen, donc ça devrait être quelque chose comme la BCE justement, qui a repris l'union bancaire, qui a repris l'autorité de contrôle sur les banques, ça devrait être une autorité européenne. Alors après, il y a la question d'agir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si un pays a un déficit budgétaire très important? Qu'est-ce que fait cette autorité? Et là, à ce moment-là, il faut que cette autorité puisse dire, maintenant, vous revoyez votre copie. Et c'est là que ça devient très difficile. Attention, le contrôle budgétaire, c'est pas de dire vous consommez des pommes ou des poires. C'est aux États, c'est aux institutions démocratiques de savoir si on met l'argent dans le travail, dans la culture ou autre chose. Ça, c'est pas du tout la question. Mais par contre, il y a une question de trajectoire soutenable qu'il faut défendre. L'alternative, c'est de faire une Europe fédérale. Personnellement, c'est ce que je préférerais. Si on avait une Europe fédérale, on aurait beaucoup plus de partage de risques. C'est-à-dire que s'il y a un pays qui a une récession, évidemment, les autres pays, automatiquement, vont avoir des transferts. C'est ce qui existe, par exemple, aux États-Unis. C'est-à-dire que si un État des États-Unis est en récession, il va y avoir des transferts qui vont être opérés vers les autres États, vers cet État. Et donc, ça stabilise un peu l'économie, mais après, il n'y a plus de renflouement. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, depuis 1840, vous n'avez pas eu un seul renflouement. Et les États sont livrés à eux-mêmes. Mais par contre, il y a une certaine mécanisme d'assurance. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, à part qu'il faut des lois communes. Alors, je vais vous donner deux exemples. Un exemple où ça va marcher, j'espère. Un exemple où ça ne marchera pas. Donc, le premier exemple, c'est la supervision bancaire. La supervision bancaire, vous regardez les exemples espagnols et irlandais, il y a eu une volonté politique très importante de promouvoir l'immobilier. Pas de problème avec ça, à part que ça a fait une bulle immobilière, ça a créé une certaine spéculation, il y a eu le crash et les États se sont retrouvés incroyablement endettés. Par exemple, l'Irlande, qui était quand même une économie assez saine, est devenue une économie vraiment surendettée. C'est une catastrophe. Donc il y a eu des États complètement irresponsables, simplement parce qu'il y avait des visées politiques dans la gestion, dans la régulation et la supervision bancaire. Normalement, avec l'union bancaire, ça ne devrait pas se passer. Alors on va voir, hein, on ne sait pas encore, mais ça ne devrait pas se passer parce que ça va être régulé à Francfort par un collège qui va dire non, arrêtez cette bulle immobilière, arrêtez la spéculation immobilière, les banques sont en train de prendre trop de risques. Et donc là, on a une possibilité, si ça marche, et je pense que ça va marcher, mais j'en suis pas complètement sûr,
si ça marche, on peut aussi avoir une assurance dépôt européenne. Parce qu'à partir du moment où toutes les banques européennes ont le même régulateur, ça veut dire qu'elles sont toutes au même régime. Et donc, on peut avoir une solidarité européenne. Ça, c'est le bon exemple. Le mauvais exemple, c'est le marché du travail. Vous avez des pays qui, l'Europe du Nord crée 5% de chômage, l'Europe du Sud crée 20% de chômage. Imaginez une assurance chômage commune. Ça fait des transferts entre pays gigantesques. Et vous voyez tout de suite que l'Europe du Nord ne va jamais accepter ce genre de choses. Ou alors adoptera les mécanismes du marché du travail de l'Europe du Sud. Mais ce n'est pas possible. Donc, il faut quand même un minimum de socle commun de loi. Et ce qui m'inquiète beaucoup avec le populisme actuel, parce que c'est vrai qu'avec la crise de l'Europe, avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a finalement des populistes de gauche et surtout de droite qui sont en train de monter, qui dans tous les pays sont en train de monter, et qui sont très anti-européens. Alors on pourrait rentrer dans les raisons pour lesquelles ils sont aussi anti-européens, et ils veulent plus de souveraineté nationale. Or, la construction européenne, on a oublié le rôle de la construction européenne qui est quand même fondamental, et a besoin de plus d'intégration des économies, a besoin de lois communes, a besoin de plus de solidarité. Et là, on va dans une situation où chacun, finalement, veut garder ses prérogatives. Alors, évidemment, si on peut avoir un petit peu de renflouement, c'est bien, mais en gros, on veut garder ses prérogatives. Je pense que la construction européenne, pour moi, ce qui est en train de se passer est un peu triste. J'espère que vous allez la construire. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit au sujet des États-Unis, c'est-à-dire qu'ils sont de nouveau au plein emploi ou presque, tandis qu'en France, on a des chiffres du chômage qui sont très mauvais depuis maintenant plusieurs années. Quelles sont les raisons, selon vous, pour cette mauvaise comparaison? Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, peut-être qu'il y a une réaction un peu plus rapide aux États-Unis, mais c'est vrai que le chômage, les chiffres sont très mauvais. Hein. Ce n'est pas seulement les 11%, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de chômage qui sont tout à fait officiellement déguisés, qui est tout à fait déguisé. C'est-à-dire les étudiants qui restent plus longtemps à l'université, les pré-retraites, les gens qui sont en congé maladie, mais qui sont chômeurs, les gens qui sont en apprentissage, etc. Il y a des façons diverses. Je ne parle pas des emplois aidés, bien sûr, qui sont d'ailleurs des mauvais emplois, parce qu'ils n'encouragent pas après la reprise d'une activité. Statistiquement, c'est ce qui se passe. Donc, on est dans une situation où en France, il y a quand même beaucoup de chômage, un chômage qui touche effectivement les jeunes et qui touche les moins qualifiés. Et puis les gens de plus de 55 ans aussi. Donc, on est dans une situation un peu difficile. Alors, je ne parle pas de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie et de la Grèce, qui sont dans une situation encore plus dramatique. On est dans une situation, alors il y a des phénomènes comme l'inquiétude vis-à-vis de l'Europe, c'est-à-dire qu'on investit quand même assez peu. Donc, quand il n'y a pas d'investissement, c'est très difficile effectivement de créer des emplois. L'investissement est lié à l'appréhension de l'avenir. Et puis, il y a les institutions du marché du travail qui sont quand même là, avec effectivement le contrat de travail. Bon, vous savez que nous avons été plusieurs économistes, Olivier Blanchard et moi, Pierre Cahuc et d'autres, avons essayé pensons que le CDD est un mauvais emploi, parce que le CDD, c'est un mouchoir jetable, et il y a peu de formation qui est apportée, puisque l'employeur sait que l'employé va partir. Et le CDI n'est plus créé de nos jours, parce que les CDI, c'est très très complexe, effectivement. Dans un monde où il y a de plus en plus de flexibilité, c'est très difficile d'engager les gens en CDI, avec le CDI français, qui est l'emploi le plus protégé au monde. Donc, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de CDI qui se créent, et les jeunes, en particulier, ont le choix entre des CDD et des emplois aidés et le chômage. Donc, ce n'est pas un choix très, très, très attractif. Donc, on a cette situation, et puis ce n'est pas la seule cause du chômage. Il y a d'autres causes du chômage, les charges sociales élevées, même si on les a diminuées beaucoup au niveau du SMIC, mais le SMIC a augmenté aussi. Et la question, c'est effectivement, la fiscalité porte beaucoup sur le travail en France. Et donc, ça pose des problèmes considérables pour la compétitivité, pour le chômage. Puis, il y a d'autres causes. Il y a le code du travail qui est incroyablement compliqué. Il y a des tas de choses. Donc, on a cette situation difficile en France. Et donc, on peut se demander pourquoi, finalement, on ne change pas de politique. Et c'est quelque chose qui est très difficile à faire passer. Je pense qu'il y a plusieurs obstacles. D'abord, il y a la confiance. Je pense que si vous regardez les pays dans le monde entier qui ont fait des grandes réformes, en général,
vous regardez l'Allemagne, vous regardez la Suède dans les années 90, vous regardez le Canada, vous regardez l'Australie. En général, c'est un gouvernement socialiste qui a fait les réformes importantes du marché du travail, des retraites, etc. Et puis, tout en gardant, et j'insiste là-dessus, tout en gardant une protection sociale élevée. Ça, c'est vraiment important parce que je pense qu'en France, à juste titre, on va garder une protection sociale élevée. Mais en ce moment, on est en train de la mettre en danger avec les finances publiques parce que s'il y a des problèmes de finances publiques, évidemment, on ne pourra pas garder cette protection sociale. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu considérable. Je reviens aux pays qui ont fait leurs réformes. Les pays qui ont fait leurs réformes l'ont fait en général sous un gouvernement socialiste avec l'accord de la droite. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en général, il y a eu l'accord plus ou moins tacite, hein, bien sûr, hein, ce n'est pas toujours un accord, hein, mais il y a eu un accord bipartisan, et donc il y avait une certaine pérennité à ces réformes. Je pense qu'il faut ça en France, quel que soit le gouvernement, il faut qu'il y ait un accord bipartisan. C'est-à-dire que les Français doivent réaliser qu'il y a un enjeu important et que cet enjeu, il faut donner confiance aux entreprises pour que les entreprises, effectivement, sachent qu'il y a une certaine pérennité dans ces accords. Imaginons par exemple qu'on a ce contrat unique qui soit accepté en France, ce que beaucoup d'entre nous espérons. Donc un contrat qui soit beaucoup mieux qu'un CDD, mais qui soit beaucoup plus flexible qu'un CDI, où on protège la personne et pas l'emploi. Supposons que ça se passe. Je suis employeur, est-ce que je veux employer la personne? Peut-être, peut-être pas. Si je pense que ce contrat unique, dans 2 ans, va être transformé en CDI et qu'on revient à l'ancienne, je ne vais peut-être pas créer des emplois sous ce nouveau régime. Donc il y a un problème qui est considérable. Après, il y a aussi le problème de l'éducation économique. C'est quelque chose qu'on a déjà mentionné en France, qui est quand même assez pauvre, il faut bien le dire. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne voient pas les problèmes, ce qu'on appellerait d'équipe générale. C'est qu'est-ce qui se passe finalement. Évidemment, décrocher un CDI, c'est merveilleux. Mais ils ne voient pas que finalement l'institution du CDI fait en sorte que finalement il n'y ait plus de création de CDI. Et donc, cette culture économique en France est quand même assez faible. Elle a du mal à passer. Alors, il y a différentes raisons. La France, comme je le disais tout à l'heure, a une tradition étatique forte. Donc, effectivement, quand la chose importante, c'était de connaître le ministre et pouvoir l'appeler au téléphone, la culture économique n'était quand même pas très importante. Maintenant, dans tous les pays du monde, elle est devenue beaucoup plus importante. Il y a aussi l'enseignement, il faut bien le dire, l'enseignement de l'économie en France n'est pas très bon. Et ça à tous les niveaux. Hein. On essaie de le réformer. Ça va des classes ES jusqu'à l'ENA, jusqu'aux universités, etc. On est tous coupables. On enseigne trop peu de microéconomie. On enseigne des choses abstraites. On enseigne de l'histoire de la pensée économique qui a disparu depuis longtemps. On enseigne des choses qui ne sont pas assez empiriques, pas assez de faits. On enseigne parfois des choses qui sont faites pour des doctorants qui vont faire une carrière académique alors que la plupart des étudiants ne le feront pas. On a tous une responsabilité là-dedans, mais c'est vrai que la culture économique est aussi à l'enseignement. Dans le cas du chômage, je dirais aussi qu'il y a un problème du côté de la perception des gens. Et ça, il y a un phénomène en psychologie qui est très important qui s'appelle le phénomène de la victime identifiable. Alors, la victime identifiable, les psychologues ont montré que, évidemment, les gens sont très frappés quand ils voient une victime sur laquelle ils peuvent mettre un visage. Alors, de façon très dramatique, vous avez vu ce petit garçon syrien qui est sur une plage en Turquie. Moi, j'ai grandi avec cette petite fille vietnamienne qui avait reçu du napalm en 72. Les photos choquent. Évidemment, elles choquent. Et vous dire, quelle est l'importance? C'est évidemment un drame humain. Mais il y a des centaines, des milliers de gens qui se sont noyés avant ce petit garçon. Mais tout d'un coup, ça devenait quelqu'un. Il y avait un visage. Et derrière le drame de cette personne, effectivement, de cet enfant, les gens ont découvert un problème qu'ils auraient pu lire dans les statistiques, mais les gens ne comprennent pas. C'est la même raison pour laquelle, dans la sécurité routière, on vous envoie quelqu'un dans un pare-brise, parce que, effectivement, c'est très visible. On peut vous donner des statistiques sur la sécurité routière, ça n'a aucun effet dans le public. Quel lien avec le chômage? Le lien avec le chômage, il existe aussi. Quand vous voyez quelqu'un qui est licencié, il y a un drame personnel. Il y a surtout un drame personnel en France, d'ailleurs, je dirais, parce que si vous êtes licencié et que vous avez 50 ans, la probabilité que vous retrouviez un travail est très faible. Donc il y a un drame personnel, tout d'un coup, ça devient un visage. Par contre, tous les gens qui ne trouvent pas un travail à cause du contrat actuel de travail et des autres institutions françaises,
sont complètement anonymes, on ne les voit pas à la télé. Tous ceux qui ne trouvent pas de travail parce qu'il y a une institution. Alors qu'un licenciement, là on voit un drame personnel et c'est un visage et ça marque de façon très forte. Monsieur Tirole, vous avez parlé longuement du marché du travail en France. J'aimerais préciser le débat sur l'économie française, dans le sens où aujourd'hui de nombreux analystes identifient le manque de flexibilité du marché du travail français, la forte inertie du dialogue social et aussi plus globalement le manque de flexibilité d'un certain nombre de marchés, notamment dans le domaine des transports. Il y a un certain nombre de monopoles historiques. On a l'impression aujourd'hui que le salut de l'économie française viendra d'une sorte de vague progressive de libéralisation, en tout cas d'éradication de cette rigidité de certains marchés, et notamment du marché du travail. Est-ce que c'est un peu naïf comme pensée, ou est-ce que c'est vraiment le chemin à suivre? D'abord, je devrais dire que la concurrence, ce n'est pas une idéologie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas introduire de la concurrence simplement pour de la concurrence. Il faut que ça soit de la concurrence qui améliore les choses, effectivement, et qui fasse bouger les choses. Alors pourquoi on aime la concurrence malgré ça? C'est effectivement le fait que le pouvoir de marché est plus faible, donc les prix baissent, le pouvoir d'achat augmente, la qualité augmente. C'est parce qu'il y a de l'innovation, parce qu'en général, quand même, la concurrence crée plus d'innovation. Et puis, il y a un domaine de liberté aussi, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins d'arbitraire, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut à Alix commencer son start-up, peut commencer sa propre entreprise. Et il y a ce domaine de liberté qui est aussi important. Après, moi, j'ai passé ma carrière justement à analyser tous les problèmes de concurrence, et justement quand la concurrence ne marche pas. Mais c'est parce qu'au départ, la concurrence, c'est une bonne chose. Ça crée une certaine dynamique, ça crée des emplois, et il faut l'accueillir. Je prends un exemple, et qui va être très très important, c'est la nouvelle économie. Vous allez être les acteurs de cette nouvelle économie, l'économie digitale, etc. C'est quelque chose qui va bouleverser nos économies, qui va aussi bouleverser les emplois. Et on a bien vu comment ça s'est passé avec l'épisode Uber. L'épisode Uber, on a fermé les yeux. S'il y a un problème, c'était un problème de contrat de travail. Donc il faut réfléchir. Et d'ailleurs, je pense que les économistes n'ont pas fait leur travail. Je pense que les économistes doivent réfléchir plus à comment le contrat de travail va évoluer, comment ça va se passer pour les retraites, comment ça va se passer pour l'assurance chômage, etc. Dans cette économie où les gens auront plusieurs employeurs, ou parfois sont sur des comme Amazon, sur les plateformes où on va finalement avoir des dizaines de milliers de clients. Donc, le travail va changer. Donc, il faut anticiper. La fiscalité, il faut anticiper toutes ces choses-là. Donc, c'est ça qu'il faut faire. En France, on a dit, non, les taxis rouspètent, donc on va interdire Uber. Et à Uber Pop, en décembre, je pense que ça va revenir sur UberX. Voilà. Au lieu de dire, maintenant, il faudrait essayer de réfléchir à une concurrence loyale, etc. Et là, clairement, il y a eu un progrès technologique, mais tout bête. Là, on n'est pas en train de parler de polytechniciens qui ont inventé... c'est quelque chose de tout bête. C'est-à-dire qu'ils ont inventé une plateforme où tout est traçable, y compris par le fisc, d'ailleurs, ce qui est très intéressant. Et tout est traçable, il y a un service supérieur, etc. Donc, il faut accueillir l'innovation, il faut accueillir la concurrence à condition qu'elle soit loyale, et puis c'est tout. Et donc, il faut qu'on change nos habitudes en France à ce sujet. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que la concurrence, c'est toujours bien. Non. J'ai passé une bonne partie de ma vie à travailler sur le droit de la concurrence, à la régulation de monopoles naturels qui ne sont pas facilement concurrentiels, mais c'est la base. Ok. Donc, je remercie nos 4 étudiants pour cette première salve de questions extrêmement intense qui s'est révélée très intéressante. Et on va passer à présent donc, à la deuxième partie de cette conférence, c'est-à-dire les questions de l'auditoire. Donc, je vous invite du coup à rejoindre vos places, s'il vous plaît. Et s'il y a des porteurs de micro qui... Bonjour monsieur, Anne-Claire Biorou. Vous venez de parler justement de la manière de réguler l'économie, donc en économie industrielle. Comment est-ce que vous, dans les autorités de régulation, justement, comment est-ce que vous envisagez la meilleure manière? Parce que
on parle beaucoup, comment est-ce qu'on peut avoir une autorité de régulation qui soit à la fois efficace, donc qui ne soit pas décalée par rapport aux politiques d'entreprise et qui en même temps ne viennent pas empêcher l'innovation et décourager les entreprises d'innover? Alors, je pense que c'est sur la régulation en général. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'autorité de régulation, merci pour votre question, doit effectivement être une autorité compétente et indépendante. Ça, c'est vraiment important. Donc, compétente, c'est toujours difficile, mais il faut arriver à faire en sorte qu'il y ait des gens qui aient une certaine compétence, y compris technique, mais aussi économique, qui effectivement aient des bonnes règles, c'est-à-dire que vont réguler sans étouffer l'innovation. Donc, c'est une des questions qu'on s'est posées, par exemple, quand on a travaillé sur l'accès à la boucle locale des télécoms. Donc, à l'époque, c'était dans les années 90, on réfléchissait à introduire de la concurrence dans les télécoms. Donc, il faut que les concurrents aient accès à la boucle locale. À l'époque, ça s'appelait France Télécom. Et la question, c'est à quel prix, dans quelles conditions. Donc, si on faisait des prix d'accès qui étaient trop élevés, les entrants ne pourraient pas entrer. Si on faisait des prix d'accès qui étaient trop faibles, on pourrait effectivement avoir un réseau qui se dégradait parce que l'opérateur historique n'aurait pas les incitations à maintenir ce réseau en bon état. Donc c'est un exemple, on a fait la même chose dans l'électricité, essayer de comprendre comment on peut donner l'accès à un réseau électrique. Donc là, c'est un peu plus compliqué, mais on sait faire. Il y a des lois de Kirchhoff, on essaie de comprendre comment l'injection peut se faire avec des enchères à des nœuds différents, etc. Pareil pour les chemins de fer, on est en train de réfléchir sur les questions de chemin de fer, la poste. Donc il faut effectivement que les économistes s'en mêlent, mais il faut aussi que les agences de régulation, les autorités de régulation, aient des spécialistes économiques. Donc s'il y en a d'entre vous qui veulent faire de l'économie, qui ne soit pas de l'économie universitaire, il y a aussi beaucoup d'opportunités dans ces agences de régulation, que ce soit en France, au niveau européen, au niveau mondial. Donc c'est vraiment très important. Et il faut qu'elles soient indépendantes, comme je le disais, donc, parce que ça leur donne une certaine latitude, liberté pour pouvoir appliquer des raisonnements économiques, justement pour être là, pour refléter le raisonnement économique et non pas la puissance des lobbies. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Mais... Bonjour monsieur, Marc Thibault, promotion 2014. On entend dans les médias l'émergence d'une nouvelle école française d'économie, donc par l'obtention de votre prix Nobel ou par le succès de l'ouvrage de Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle. Est-ce que vous pensez que c'est une réalité? Si oui, qu'est-ce qu'il a défini et qu'est-ce qui explique son succès actuel? Et sinon, pourquoi une omniprésence de ce fantasme dans les médias français? Merci. Merci. Effectivement, c'est très encourageant de voir qu'il y a une génération de jeunes économistes qui est absolument remarquable, vraiment remarquable. Beaucoup ont une formation effectivement mathématique, puisque beaucoup viennent de l'école polytechnique et de l'école normale sup, mais pas seulement. Et je pense que c'est tout à fait important d'avoir ces économistes. On parle de French Touch, je ne sais pas, moi j'ai un peu des réticences vis-à-vis de ça. C'est simplement qu'on a des gens qui sont extrêmement bien formés. Et quand ils se mettent vraiment à l'économie, ils font des choses remarquables parce qu'ils ont cette rigueur de pensée, cette rigueur que vous avez est tout à fait important après. Mais maintenant, il faut s'imbiber l'économie. C'est quelque chose que j'ai beaucoup appris en allant aux États-Unis. À l'époque, l'économie en France était très très bonne, mais très mathématisée, beaucoup d'économétrie, beaucoup d'économie mathématique, ce qui est tout à fait important. Je veux dire, l'économie, c'est une chaîne alimentaire. Il y a des techniques, il y a de la méthodologie qui aident en aval, et on a des gens qui sont plus ou moins appliqués. Et on finit par, effectivement, au bout de la chaîne, avoir des gens qui sont dans les agences de régulation, dans les ministères, dans les entreprises, qui appliquent ces idées, et qui parfois en créent eux-mêmes, d'ailleurs. Et donc, c'est tout à fait important. L'avantage que vous avez, vous, c'est d'avoir une formation très rigoureuse. Donc si après vous devenez des économistes, soit en France, soit aux États-Unis, soit ailleurs, c'est absolument remarquable. C'est vrai que moi j'avais découvert le pragmatisme de l'économie aux États-Unis et ça m'a beaucoup aidé. Maintenant il y a un défi quand même. Il y a un défi qui est de garder ces meilleurs économistes universitaires en France. C'est vrai que vous allez à Harvard, au MIT, à Stanford, à Berkeley, etc., à Princeton, vous aurez beaucoup d'économistes français de très très haut niveau.
Et alors, c'est parce que les conditions, évidemment, dans ces pays, aux États-Unis en particulier, sont absolument remarquables. Moi, j'ai vécu 7 ans. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez extraordinaire à vivre. Maintenant, c'est un peu dommage aussi que il faut faire venir en France, alors pas forcément faire venir en France tous les jeunes Français qui y brillent, mais au moins une partie. Et puis aussi de faire venir des étrangers. C'est-à-dire que quand on recrute, il faut absolument qu'on recrute aussi les cerveaux du monde entier. Et ça, je crois que c'est tout à fait important. C'est-à-dire qu'on est dans l'économie du XXIe siècle, c'est l'économie de la connaissance. Et donc, le défi pour nous, c'est la connaissance. Elle se joue ici, dans cet amphithéâtre, elle se joue dans les universités, elle se joue partout dans l'enseignement supérieur. Et pour ça, les États-Unis ont une force remarquable, c'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir des universités et un environnement universitaire, parce qu'il n'y a pas que les universités. J'étais très très heureux de voir effectivement tout cet environnement de start-up ici, c'est aussi très très intéressant, d'entreprises qui sont proches. C'est cet environnement qui crée, et ils ont des cerveaux du monde entier aux États-Unis, qui ont d'ailleurs été parfois formés à grands frais par différents pays, et ils ont parfois les plus dynamiques. Nous, notre sujet, qu'on essaie à Toulouse de faire, puisque par exemple dans nos maîtres de conférences, la plupart sont étrangers, maintenant ils ont leur docteur américain, ils sont japonais, ils sont chinois, ils sont brésiliens, ils viennent du monde entier. Et c'est vraiment, vraiment important qu'on fasse venir les cerveaux en France. Mais je dis, oui, il y a une French touch dans la mesure où effectivement on a des gens qui sont formés de façon extrêmement rigoureuse, souvent de façon assez mathématique, mais après, une fois qu'ils ont découvert l'économie pratique, donc s'ils arrivent à marier les deux, ils arrivent à faire des choses, je pense, absolument remarquables. Et je suis très content que ce livre de Thomas Piketty, mon prix Nobel, etc., mais attention, il y en a beaucoup d'autres que nous, et il faut qu'on continue à développer l'enseignement supérieur et la recherche en économie en France. C'est vraiment, vraiment crucial. Bonjour, Monsieur Duhol. Je suis Jin Luan de la promotion X 2013, qui est actuellement dans le programme d'approfondissement du master d'économie au sein de l'université de Paris-Saclay. Et j'ai deux questions pour vous. La première question, c'est que comme nous sommes actuellement dans les études de l'économie, quelles sont les suggestions et les conseils que vous pouvez nous donner pour l'étude? Par exemple, quelles sont les erreurs qu'un étudiant de l'économie peut souvent commettre, et quels sont les avantages et les inconvénients pour un étudiant qui a fait l'étude de maths pour faire l'économie après. Et ma deuxième question, c'est que vous avez parlé d'une intégration de l'Union européenne comme une fédération des États-Unis. Mais c'est un point assez favorable au point de vue politique et économique pour éviter des défaillances de certains pays, par exemple. Mais il y a aussi un aspect culturel que vous n'avez pas développé. Par exemple, les pays européens n'ont pas même une même langue. Et par le mot culturel, je ne sous-entends pas des us et coutumes, mais la structure sociale et l'idéologie derrière. Et comment vous justifiez votre point de vue d'une fédération européenne qui est possible dans la condition que la culture européenne ne soit pas unique? Merci. Très bien. Alors la première question portait sur vos études. Alors, vous inquiétez pas, si vous avez fait des mathématiques, vous n'avez pas perdu votre temps parce que vous avez acquis non seulement des techniques. En économie, on n'a pas forcément toujours besoin de mathématiques très avancées, mais il y a des techniques et puis il y a surtout cette rigueur de pensée qui est tout à fait importante, qui existe. Alors après, ça dépend de ce que vous voulez faire après, mais je pense que quelque chose qui me frappe souvent, c'est que les étudiants français sont très très mal renseignés sur les études. Donc, essayez de voir où les choses se passent dans le domaine que vous voulez faire, parce que je ne sais pas quel domaine vous voulez étudier dans l'économie, mais essayez de comprendre ce qui se passe et essayez de réagir. J'ai eu la chance, alors ce n'était pas forcément mon mérite, d'aller au MIT, qui est un endroit merveilleux au point de vue recherche, et je suis tombé. J'aurais pu étudier avec Samuelson et Solow, qui étaient des gens remarquables que j'aimais beaucoup, qui étaient des prix Nobel. Et j'ai étudié en fait avec un prof qui avait à l'époque 28 ans, qui était un inconnu total. Mais simplement, on m'a dit qu'il était bon et j'ai vérifié assez vite qu'il était très bon. Et ça a été un des plus jeunes prix Nobel de l'histoire,
qui s'appelait Eric Maskin par la suite, mais à l'époque, il était inconnu et c'était un prof absolument remarquable. Et donc, tout ça pour dire, et puis j'ai découvert des domaines, c'est-à-dire que j'étais parti au MIT pour travailler sur un certain domaine. En fait, j'ai vu que ce domaine n'était plus à la frontière de la recherche. Et du coup, j'ai travaillé sur d'autres domaines. C'est comme ça que j'ai découvert l'économie industrielle, la macroéconomie, etc. Tous ces sujets qui m'ont passionné. Donc, il faut bien se renseigner. Je pense que c'est très, très important de bien se renseigner sur ce qui se passe en recherche, sur qui est là, qui est où, etc. Ça, c'est vraiment important. Après, il y a la passion. Je crois que tout chercheur vous dira, in fine, c'est la passion. C'est quand même un gros... La passion qui va vous faire travailler avec des choses, avec des tas de gens, et qui va vous faire avoir des discussions de couloir sur n'importe quoi. Là, je travaille sur des projets. Je discutais avec un historien de l'Égypte. Ça m'a donné des sujets de recherche. Ce n'est pas mon sujet, l'histoire de l'Égypte, ce n'est pas du tout mon sujet. Mais tout d'un coup, il y a des nouveaux problèmes économiques qui sont apparus. C'est la chose vraiment que tout chercheur vous dira ça. C'est finalement en discutant sans arrêt, être passionné à discuter de ces sujets, on trouve et parfois des sujets qui sont complètement ignorés. Je viens de publier le mois dernier un article dans l'American Economic Review, simplement sur la solidarité entre États. Vous pourrez dire, c'est un sujet que les économistes ont dû étudier 100 fois. Non, on n'avait pas pensé à ça. Donc parfois, il y a ce qu'on appelle les low-hanging fruits. Parfois, il y a des sujets qui semblent étonnants, qu'on pense qu'ils ont été étudiés des milliers de fois, qu'ils ne l'ont pas été. Mais c'est simplement, in fine, je crois que, comme je le disais, tout chercheur vous dira ça. C'est une question de passion. Être au bon endroit au bon moment, je crois que c'est ce qui m'est arrivé d'une certaine manière. Je ne suis pas meilleur que les autres. C'est simplement que je suis complètement passionné et j'ai été avec des profs, des collègues et des étudiants remarquables. Et ça a changé ma vie. Bonjour Monsieur Tirole, François-Pierre Paty de la promotion 2014. Je voulais vous interroger sur l'établissement d'une Europe fédérale. Il semble que du moins dans le court ou moyen terme, une Europe fédérale n'est pas possible. Et donc, est-ce que vous pensez que l'établissement d'une fiscalité européenne commune est souhaitable et possible dans le relativement court terme ? Merci, parce que j'ai oublié de répondre à une des questions précédentes. Je suis tellement bavard, je suis vraiment désolé. Mais donc, effectivement, l'Europe, où va l'Europe ? Je crois que vous aviez raison de mentionner la question de la langue. Parce qu'on voit l'Europe, telle qu'elle devrait se faire, elle devrait être une Europe solidaire, avec beaucoup de transferts entre... Alors, pas de renflouement, mais des transferts automatiques, ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques, et donc des transferts entre les États. Mais pour ça, il faut que ces transferts soient acceptés. Malheureusement, l'homogénéité tend à augmenter les transferts et les différences ont tendance à les diminuer. C'est un peu les études empiriques montrent ça. Et puis il y a la langue. Et la langue, c'est quelque chose de fondamental parce qu'après, vous pouvez dire, après tout, regardez l'Italie, regardez la Belgique. L'Italie du Nord, effectivement, fait des transferts qui ne sont pas des transferts liés à la conjoncture, elles sont liées à quelque chose de complètement structurel. Il y a des transferts de l'Italie du Nord vers l'Italie du Sud, et pourtant l'Italie n'a pas éclaté. Vous prenez la Wallonie avec la Flandre, vous prenez beaucoup d'autres exemples en Europe. On voit que quand il y a une langue, enfin dans le cas de la Belgique, il n'y a pas une langue commune, pardon, mais dans l'ensemble, la langue joue un rôle très important dans l'Union. Alors la Catalogne vous montre ce qui s'est passé dimanche en Catalogne n'est pas une surprise. La plupart de mes amis catalans sont indépendantistes. Mais il faut bien reconnaître que la Catalogne est plus riche que le reste de l'Espagne et en plus a une culture différente et une langue différente. Maintenant, s'il y avait juste le fait qu'elle soit plus riche, est-ce que la Catalogne se séparerait? Je ne sais pas. Alors comment on peut faire en Europe? Parce qu'il y a quand même, je ne sais pas, la génération au-dessus de la mienne a construit l'Europe parce qu'ils ont connu la guerre. Donc ils ne voulaient pas que ça se répète. Et là, on est en train de construire l'Europe avec de plus en plus des relations de plus en plus tendues entre les États. Je prends l'exemple de la Grèce qui reproche à l'Allemagne des choses horribles qui datent de la guerre. Évidemment, il y a eu des atrocités pendant la guerre, mais enfin, qu'on revienne encore à la guerre de 39-45, c'est quand même chaud. Et inversement, quand on voit les Allemands ou certains Allemands qui traitent les Grecs de paresseux, ou l'acronyme PIX, hein, c'était quand même sur les... Alors maintenant,
heureusement, le Portugal, l'Italie, l'Irlande et l'Espagne en sont sortis. Donc maintenant, c'est plus que la Grèce, mais il n'y a plus de PIGS. Mais enfin, déjà que l'acronyme lui-même est quand même quelque chose d'assez insultant. Donc on est dans une situation avec l'Europe qui est quand même assez dramatique. Et je n'ai pas de solution parce que l'Europe des élites, la langue est unifiée, c'est l'anglais. Donc l'Europe des élites parle la même langue. Maintenant, l'Europe démocratique parle je ne sais pas combien de langues différentes et c'est un problème assez considérable. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que, bon, alors on ne va pas imposer l'anglais comme langue uniforme en Europe, en tout cas pas maintenant, mais peut-être qu'il faudra y arriver un jour. Et c'est assez difficile à dire pour un Français, évidemment. Et puis, il faut qu'on accepte un peu un transfert de souveraineté, c'est-à-dire qu'on accepte d'appartenir à une communauté européenne, ce que pour l'instant, on n'accepte pas. Bonjour Monsieur Tirole, Yassine Kadjari de la promotion 2014. En fait, aujourd'hui, ma question porte sur la crise de l'euro. Aujourd'hui, l'Europe a un niveau d'intégration suffisant pour avoir appliqué une unité monétaire sans que ça soit suivi d'une unité budgétaire. Alors il y a certains économistes comme Joseph Stiglitz qui lui aussi est prix Nobel et préconise peut-être une sortie de l'euro ou de revoir le rôle de l'euro. Quel est votre avis là-dessus? Alors sur la sortie de l'euro, effectivement, bon, la Grèce pourrait sortir de l'euro, qu'est-ce qui se passerait? Il se passerait que la Grèce redeviendrait un pays totalement indépendant d'une certaine manière, parce que actuellement, la Grèce, en fait, est sous le coup d'un programme qui est assez classique des programmes du FMI. C'est-à-dire que en échange d'une assistance financière, on impose un certain nombre de conditions qui sont supposées finalement remettre le pays sur une bonne trajectoire, redonner confiance dans le pays. À part que quand le FMI va quelque part, en général, c'est à la demande des États, bien sûr, personne n'est obligé d'utiliser le FMI, c'est pour recrédibiliser le pays. Et donc le FMI, il va pendant 3 ans et dit, vous faites telle et telle chose, et puis après, bon, vous serez sur de bons rails, on espère. Là, on est parti en Grèce dans une situation très difficile, parce que la Grèce n'arrive pas à effectuer ses paiements actuels, qui sont extrêmement faibles. Les vrais paiements commencent en 2022, il ne faut pas oublier, entre 2022 et 2040. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que le FMI, ou la Troïka, mais enfin, de facto, le FMI, la Troïka, c'est essentiellement l'expulsion du FMI, parce que la Troïka, avant, ça ne s'appelait pas la Troïka, mais avant le FMI, il ne se passait pas grand-chose. La Troïka va être là encore pendant des dizaines d'années, ce qui est complètement le déni de démocratie totale, parce que, et d'ailleurs, on voit le backlash qui s'ensuit, on voit très bien ce qui est en train de se passer en Grèce, même si les choses se sont calmées depuis 2 mois, il y a quand même un problème fondamental de démocratie. Donc, qu'est-ce qui se passerait? Ce qui se passerait si la Grèce sort de l'euro, ça va être assez difficile pour les Grecs. Ça, c'est clair. Ils vont faire défaut sur la dette, parce qu'immédiatement, le nouveau drachme, ne vaudra pas grand-chose. Leurs dettes sont libellées en euros, ça veut dire que ces dettes seront gigantesques. Ils vont faire défaut immédiatement, donc avec tous les problèmes que pose le défaut souverain. Ils vont être obligés ils ne pourront pas emprunter pendant des années et des années sur les marchés internationaux, et ils vont se retrouver avec une situation où ils vont devoir avoir un équilibre budgétaire très rapidement, avec des inégalités considérables, parce qu'évidemment, les Grecs qui auront mis leur argent à l'étranger vont être extrêmement riches, puisqu'ils ont leur argent en euros. Donc on va avoir une situation en Grèce qui serait quand même assez catastrophique, avec quand même un bol d'air du fait qu'il n'y aurait plus de remboursement à faire, mais qui serait assez catastrophique. Donc c'est une possibilité. On sera obligé d'en arriver là si effectivement on n'arrive pas à améliorer les choses. On a très bien vu quand même que l'Espagne... D'ailleurs, c'est quelque chose qui est très important aussi. Les crises, il faut les éviter. C'est idiot, mais c'est complètement idiot. Mais à coût très faible, on peut éviter les crises, que ce soit les crises bancaires ou les crises européennes. On aurait pu, en étant beaucoup plus raisonnable, les éviter. Une fois qu'elles sont là, il y a le choix entre le mauvais et le très mauvais, en gros. Et donc, on met les peuples dans des situations abominables. Leurs gouvernements précédents ont mis les peuples dans des situations quand même qui sont quand même moches.
Le Portugal, l'Irlande, l'Espagne ont fait beaucoup d'efforts. La France et l'Italie moins, mais on voit l'Italie maintenant qui a fait une réforme du marché du travail, d'ailleurs de façon assez intelligente, je pense. Ils ont fait des efforts. Donc le coût pour le peuple et le coût en termes de chômage aussi est gigantesque. La Grèce n'en est pas là. La Grèce n'en est pas là. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il n'y a pas de bonne solution, pour être honnête. Hein. C'est pas vous allez me dire c'est une réponse d'économiste, mais c'est quand même... Si on avait compris un petit peu comment construire l'Europe, on ne serait pas arrivé là. L'austérité, c'est compliqué. Elle aurait existé de toute façon. Imaginez que, c'est ce que disait Olivier Blanchard, imaginez qu'on ait laissé la Grèce toute seule en 2010, avec un déficit de 15% par an. Tout d'un coup, il aurait fallu que la Grèce équilibre son budget, pas sur 5 ans, l'équilibre en 2010-2011. Immédiatement, il y aurait une récession encore beaucoup plus grosse que celle qui serait arrivée maintenant. Donc, c'est vrai qu'aussi que moi, je dis depuis longtemps, plutôt que l'austérité, il en faut de l'austérité, on ne peut pas continuer des déficits de 15%. L'austérité, c'est un mot qui est galvaudé. Il faut bien dire, on ne peut pas avoir des déficits de 15%, ce n'est pas possible. Aucun État peut faire ça de façon prolongée. Donc, ce qu'il faut, c'est des réformes. D'accord ? Des réformes pour recrédibiliser l'économie, mais c'est plus vite dit que fait. Et donc les réformes, il faut les réformes fiscales en Grèce, différentes réformes, la concurrence, on parlait de la concurrence tout à l'heure, pour effectivement que les biens et services soient moins chers, qu'on ne protège plus les professions, etc. etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a un conflit avec la démocratie quand même, qui est que il y a un gouvernement étranger, qui est le gouvernement européen en quelque sorte, et le FMI, qui vient imposer des décisions aux Grecs sur la longue durée. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Bonjour Monsieur Tirole, Pierre Mello, promotion 2014. Vous avez parlé des faiblesses ou des défaillances du système d'éducation française en matière d'économie ou de culture économique. Vous avez déjà donné quelques grandes lignes, mais je voudrais savoir quelles seraient pour vous les modifications, les changements, les évolutions d'approche à apporter et à quel niveau? Je vous remercie. C'est une très bonne question. Je crois qu'il n'y a pas une réponse unique. C'est des petites actions à droite à gauche. Donc, par exemple, d'abord, il faut, comme je le disais, que l'économie déjà au lycée soit plus pratique, plus tournée vers l'entreprise, plus tournée vers la concurrence et la microéconomie, soit plus liée aux faits, regarder les faits, les comparaisons internationales, comprendre qu'il faut un peu de mathématiques. Je sais que, par exemple, à Toulouse, non pas le lycée Pierre de Fermat, mais un autre lycée, a une section maintenant ES qui a plus de maths, renforcée en maths, et avec des maths qui servent à l'économie, pas n'importe quelle maths, parce qu'il faut un peu plus de maths pour comprendre l'économie. Donc il faut des petites réformes de ce type-là. À l'université, il faut améliorer les choses. L'université, c'est vrai que l'université n'est pas toujours très bonne dans l'enseignement de l'économie, il faut le dire. Donc on essaie à Toulouse, mais il y a d'autres endroits qui font des efforts aussi pour créer des filières plus avancées, pour enseigner des choses plus pratiques et pas des choses complètement théoriques. Les choses théoriques, c'est très très important pour quelqu'un qui va devenir un chercheur, mais pour quelqu'un qui va après aller dans la fonction publique ou dans l'entreprise, c'est quelque chose qui est peut-être moins important. Ce qui est important, c'est d'avoir aussi beaucoup d'intuition économique. Donc il faut à droite, à gauche, qu'on fasse tous des efforts pour améliorer l'enseignement économique et accepter le fait qu'effectivement, c'est une science avec ses problèmes. C'est une science où il y a des incertitudes, il y a des choses qui sont remises en cause, mais il y a une approche scientifique qui est très claire, qui est acceptée dans le monde entier. Il faut aller dans cette voie. Bonjour Monsieur Tirole, André Pétraru, promotion 2014. Ma question porte sur la crise économique et financière que nous connaissons depuis 2009. Je voulais savoir si des leçons ont été tirées par les marchés financiers, si des réformes ont été menées depuis cette crise, et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pensez que les politiques ont un pouvoir pour réguler ces marchés afin d'éviter une nouvelle crise que l'économie réelle paierait de nouveau?
Je vous remercie. Merci pour cette question sur la crise bancaire. Il s'avère que ce matin, j'étais à la Banque de France, il y a une conférence sur la régulation du shadow banking. Donc c'est les banques, le shadow banking, il n'y a pas de définition, mais ce sont les banques qui n'ont pas accès à la liquidité publique, au renflouement public et à l'assurance dépôt, et qui en général ne sont pas forcément régulées ou supervisées. Donc la crise bancaire de 2008, c'est une crise, on parle souvent d'une crise des financiers, des comportements des financiers, et c'est vrai, il y a beaucoup de financiers qui se sont comportés de façon peu éthique, mais c'est avant tout une crise de l'État. C'est une crise de l'État parce que les superviseurs ont laissé faire. On laissait faire des choses, et vous savez que si vous avez une mauvaise régulation, il y a des gens peu scrupuleux qui vont automatiquement s'engouffrer dans la brèche. Et donc après, il y a les conséquences qu'on a vues sur les États-Unis, l'Espagne, l'Irlande, etc. Donc, d'où l'importance d'une régulation sérieuse, indépendante et compétente. Alors maintenant, la réglementation bancaire, c'est compliqué. C'est compliqué, et pour être honnête, pour taper un peu sur les économistes, n'a jamais intéressé beaucoup les économistes jusqu'à récemment. J'avais écrit un petit livre avec un collègue belge sur la réglementation prudentielle des banques en 1994. Ça a eu un succès d'estime. Alors, c'est peut-être que le livre n'était pas génial, mais ça a eu un succès d'estime. Les gens m'ont dit, mais pourquoi tu écris un livre sur la réglementation prudentielle? C'est des trucs techniques, enfin techniques, non pas au sens mathématique, mais un peu de réglementation, etc. C'est un peu obscur. On a bien vu qu'est-ce qui se passe d'un point de vue microéconomique et macroéconomique quand on relâche la supervision bancaire. Alors maintenant, est-ce qu'on a fait des progrès? Je dirais oui. Oui, parce qu'il y a un certain nombre de recommandations qui étaient d'ailleurs, c'est très intéressant, qui étaient d'ailleurs dans les articles économiques, mais publiés dans des revues internationales que lisent pas les praticiens toujours. Donc, on savait déjà, par exemple, qu'en plus d'un ratio de solvabilité, il faudrait aussi faire attention à la liquidité, que les banques ne soient pas à court de liquidité dans le court terme. On savait que les marchés de gré à gré, les marchés OTC, pouvaient être dangereux. On savait des choses comme ça. On savait qu'il pouvait y avoir de l'évasion réglementaire par des conduits. Ce qu'on ne savait pas du tout, c'est l'amplitude de ces phénomènes. C'est-à-dire que, et là je plaide mea culpa tout à fait, c'est-à-dire que moi, dans ma tour d'ivoire, je ne savais absolument pas quelle est l'amplitude, par exemple, de l'exposition des banques à ces conduits qui n'étaient que de l'évasion réglementaire. Mais ça s'est passé. Actuellement, par exemple, vous avez des choses qui se passent encore. Aux États-Unis, les compagnies d'assurance se réassurent auprès de filiales, ce qu'on appelle le shadow insurance. C'est-à-dire, vous avez des compagnies d'assurance qui créent une propre filiale pour dire qu'ils sont réassurés. Donc, vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque de capitalisation parce qu'il y a quelqu'un qui assure. Mais cette compagnie, c'est juste une filiale. Donc, c'est purement, si on consolidait, ça ne marcherait pas. Donc, on voit qu'il y a des problèmes de réglementation. On a fait des progrès. On a fait des progrès qui sont importants, c'est-à-dire qu'on a demandé plus de capital, on a demandé plus de liquidité, on a demandé moins de marchés de gré à gré, c'est-à-dire de faire de plus en plus des échanges sur des marchés qui sont transparents, des marchés centralisés. Donc le régulateur, et là on revient à l'information asymétrique, parce que ce qui est tout à fait important en régulation, c'est que le régulateur a beaucoup moins d'informations que le régulé. Donc le superviseur bancaire, en fait, a beaucoup moins d'informations que la banque elle-même, qui est très sophistiquée, qui a des produits extrêmement complexes et un bilan et un hors-bilan extrêmement complexes. Donc on a fait des progrès dans toutes ces dimensions. Maintenant, est-ce que ça va empêcher une autre crise? La réponse c'est non, ça diminue la probabilité. Il y a toujours une possibilité de crise. Et la crise peut aussi naître ailleurs. C'est-à-dire qu'elle peut très bien naître dans le shadow banking, c'est-à-dire la partie non régulée de la finance. Et il se peut qu'on sauve le shadow banking à l'avenir pour différentes raisons. Peut-être parce qu'ils attirent des petits déposants. Ça se passe par exemple dans les open-ended mutual funds, par exemple, ça peut arriver. Ça peut arriver parce qu'ils se mettent à prêter aux PME, aux petites entreprises, et donc on va vouloir les sauver. Ça peut arriver comme ça s'est passé en 2008, c'est-à-dire que les banques d'investissement, y compris AIG, ont été sauvées parce qu'elles avaient finalement les compagnies d'assurance et les banques de détail avaient une exposition à AIG, etc. Et d'ailleurs, un des scandales de 2008, c'est quand même que des entreprises, des institutions financières non régulées ont eu accès à l'argent public. Et donc, c'est le genre de choses qu'il va falloir éviter. Et donc, il y a une possibilité au niveau du shadow banking. Donc, la réponse est oui, on a fait beaucoup de progrès, mais
on apprend encore. Il y a encore des choses à faire. Je pense qu'on devrait faire encore moins de produits dérivés et de gré à gré. Alors, ce n'est pas que les produits dérivés soient des mauvais produits, nécessairement. Ça peut être très utile. Ça peut être des contrats d'assurance. Et les contrats d'assurance, ça peut être quelque chose de très, très utile. Mais il faut faire attention. C'est un problème très technique et on a besoin de gens qui comprennent. Parce qu'encore une fois, c'est les techniciens qui vont avoir l'information pour avoir une régulation qui soit à la fois très effective, très contraignante, sans tuer l'effort, sans tuer l'innovation. Une régulation économique. Magdalena Matczak, X 2014. L'an dernier, on a parlé de la rémunération du capital et du travail. Et en cours, on nous a dit que le taux de rémunération du capital changeait et augmentait par rapport au taux de rémunération du travail. Et je me demandais, je le vois comme quelque chose de négatif, je me demandais si on pourrait limiter ce phénomène par la loi ou plutôt s'il faudrait adopter une approche plus culturelle et de solidarité au sein des sociétés. C'est une vision un peu idéaliste, mais la régulation, comme on l'a vu avec la loi de 75% en France, n'est pas forcément la meilleure réponse. C'est une bonne question et pour être honnête, je ne suis pas un spécialiste du domaine. C'est très très difficile de changer finalement le rapport entre revenu du travail et revenu du capital parce qu'il y a des ajustements. Dans le court terme, on peut le changer, mais dans le long terme, c'est très difficile. Ça a été fait dans le milieu des années 70, où il y avait un effort assez fort pour redistribuer plus vers le travail et moins de revenus du capital. Mais le capital est mobile. C'est un peu le problème. C'est-à-dire que le capital est mobile. Donc, vous pouvez le coincer à un moment donné, mais après, il s'en va. Et donc, si le capital s'en va, il n'y a plus de création d'emplois et finalement, le travail va en pâtir. Donc, c'est un peu la difficulté de l'exercice. Après, comment partager? Effectivement, bon, il y a une question d'inégalité, il y a une question d'inégalité des revenus, inégalité de la richesse, elle est là. Ça ne va pas s'améliorer, hein, je dois vous prévenir. Vous, je pense que vous n'aurez pas trop de problèmes, mais ça ne va pas s'améliorer parce qu'on va être dans une situation où les innovateurs vont avoir une part des profits très très importants. Alors, le bon côté, c'est que l'innovation va être récompensée. Le mauvais côté, c'est qu'effectivement, on le voit déjà avec Google, Amazon, eBay, Microsoft, etc. Mais ça, Uber, n'importe quoi. On voit très bien, finalement, des gens qui innovent et qui vont avoir une grosse... Et ça va être pareil dans la biotechnologie, ceux qui auront telle invention qui va être très utile socialement. Ce n'est pas la question, il ne faut pas avoir peur des innovations, au contraire. Ça va être extrêmement utile socialement. Donc il y aura beaucoup de richesses qui va être créée. Je ne crois pas à la thèse comme quoi il va y avoir un déclin de la croissance. Alors, il y a un problème de croissance en Europe, mais ça c'est autre chose. Et puis en Chine aussi. Mais le progrès technologique va continuer, il n'y a aucun. Mais la question, c'est qu'on va avoir des innovations qui, finalement, vont remporter tout un marché dans le monde entier. Et qui vont remplacer beaucoup de salariés. Alors, ce n'est pas nouveau, ça date du début du 19e siècle avec les Luddites en Angleterre, mais c'est vrai que c'était dans le textile, hein, les Luddites. Mais on va avoir de plus en plus de ces choses-là. C'est-à-dire que peut-être que les médecins vont disparaître parce qu'on pourra se faire le test soi-même à partir de choses extrêmement sophistiquées. On sait très bien qu'il n'y aura plus de chauffeurs de taxi dans 5-10 ans, on sait très bien qu'il n'y aura plus de livreurs, etc. On va avoir un certain nombre de professions, et ça a déjà commencé, on l'a observé aux États-Unis depuis 10 ans, il y a quand même des professions qui sont détruites, et ça va s'accélérer. Et donc on aura un problème finalement de situation avec des entreprises extrêmement riches et des propriétaires d'entreprises extrêmement riches qui seront complètement mobiles. Parce que, effectivement, quelqu'un qui est dans la haute technologie, il peut déménager du jour au lendemain son entreprise et lui-même ou elle-même dans un autre pays qui a un régime fiscal plus favorable. Et donc, on aura cette situation un peu apocalyptique, et j'espère que ça ne va pas se passer, et j'espère où finalement, on aura une richesse qui sera concentrée dans des pays à fiscalité très faible, et la question finalement de l'égalité de revenus, qui est quand même assez fondamentale, et de la dignité du travail, parce que ce n'est pas seulement une question de revenus. Quand on parle du chômage, quelqu'un qui a des revenus qui sont relativement bons parce que bien protégés par l'assurance chômage parfois,
c'est pas le problème. En tout cas, c'est pas le seul problème. Le problème, il y a aussi une question du contexte social dans lequel on vit. Et avoir un travail, c'est aussi une dignité. Et donc, comment on va garder ça? Ben, il faut l'imaginer. Et encore une fois, les économistes n'ont pas fait leur travail. C'est à nous, économistes, et puis pas seulement économistes, les sciences sociales en général, de faire notre travail pour essayer d'anticiper et pas subir cette société qui va arriver, qui par ailleurs a des opportunités fantastiques. Donc cette conférence touche à sa fin. Je remercie Monsieur Tirole donc pour ces échanges avec la salle, et je vais inviter notre président, Monsieur Jacques Biot, à venir conclure cette conférence. Merci Louis. Certainement pas une conclusion, vraiment juste un remerciement. Tu as compris, Jean, que tu étais l'invité des élèves et des étudiants aujourd'hui, et je les remercie de leurs questions, et en particulier, dernières questions qui ont vraiment permis de développer cette vision. Je suis persuadé que ce que tu as dit a été, comme disaient les anglo-saxons, music to their ears, qu'en particulier, ils ont bien noté l'appel que tu as fait à ce qu'on enseigne aussi la microéconomie, l'économie pratique, et c'est évidemment un message que le département d'économie a reçu 5 sur 5. Et donc, je suis sûr que tu as acquis auprès de nos étudiantes et de nos étudiants encore plus de popularité que celle que tu avais en arrivant. Donc, je te remercie infiniment, et merci à toutes et à tous pour votre attention. Je voulais simplement vous remercier pour votre accueil. Comme je l'ai dit au départ, j'étais vraiment très ému de parler devant vous. Et puis évidemment, je vous souhaite bonne chance pour votre carrière, peut-être universitaire. Donc contactez-moi si vous avez des questions sur l'économie. Et puis vous avez des professeurs ici qui sont merveilleux. En tout cas, un grand merci, et à bientôt alors.